Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience, pas celle d'un individu, mais celle d'un pays, celle d'une justice, celle de ce qui permet à une démocratie de tenir, même sous le choc. Pour en parler, nous recevons une figure bien connue de la justice française, François Molins, ancien procureur de la République de Paris, puis procureur général près la Cour de cassation. Il a porté la parole de la justice dans les affaires majeures, Mohamed Merah, Charlie Hebdo, Hypercacher, le 13 novembre, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi Tapi, Cahuzac, Big Malion. Nous enregistrons cette émission depuis l'Institut catholique de Vendée, où François Molins intervient aujourd'hui dans le cadre de ses engagements de transmission. Monsieur Molins, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a conduit ici à l'ICES et qu'est-ce que vous y transmettez aujourd'hui ? Comme souvent dans la vie, le hasard des rencontres. Il se Oui. trouve que je suis j'ai un ami, ancien collègue qui est professeur associé ici depuis des années, avec qui j'avais beaucoup travaillé sur le terrorisme, et qui, sachant que j'allais m'arrêter, m'a mis en relation avec le président de l'université, qui donc me proposait un contrat d'enseignement. Donc, je connaissais pas l'ICES, et j'ai accepté parce que le projet m'a plu, parce que d'abord il y a beaucoup de liberté ici dans l'enseignement que je donne, et puis c'est une université qui, je pense, a un vrai projet en matière d'éducation, qui est vraiment fondé sur une vraie relation d'écoute et de confiance entre les étudiants et les enseignants. Donc c'est quelque chose qui m'a plu et je suis très bien ici. En tout cas, je pense que la Vendée est très contente de vous avoir. Quand on parle de résilience d'une société, que mettez-vous derrière ce mot ? La résilience, déjà, c'est quelque chose de différent de la résistance. Je pense que dans l'idée de résilience, il y a l'idée effectivement de résistance, mais de résistance avec des valeurs. Et la résilience, c'est quelque chose qui, normalement, va vous rendre plus fort encore après. Donc c'est quelque chose, pour moi, qui joue aussi sur le rebond. Vous arrivez à réagir positivement par rapport à une épreuve avec vos valeurs et ça vous rend encore plus fort qu'avant. Je pense que cette notion de résilience, pour moi, alors je sais qu'il y a des tas de définitions, c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui, mais pour moi, c'est vraiment un phénomène collectif de réveil et de résistance qui est avant tout fondé sur les valeurs qui nous réunissent. Est-ce que dans le domaine qui est le vôtre, qui est celui de la justice, et bien au-delà encore, est-ce une affaire d'institutions solides et de principes qui tiennent, la résilience ? D'abord, je suis pas sûr d'abord que ça... Est-ce que ça concerne spécifiquement la justice ? Je pense que ça nous concerne d'abord en tant qu'individu, quand on est confronté à une crise ou à un traumatisme personnel ou professionnel grave, c'est cette capacité effectivement à rebondir. Mais la justice, elle fait partie de la société. Je vous pose cette question parce que nous venons de commémorer les 10 années des attentats du 13 novembre. Vous étiez alors procureur de Paris, votre parole a été dans ces heures une parole de référence. C'était à 18h30, je pense que on attendait, nous en tant que citoyens français, vos mots, avec le recul que vous inspire ce moment. Et puis quand je vous interroge sur la résilience, je pense particulièrement à ces moments extrêmement graves, extrêmement intenses. Je pense que l'exercice de communication qu'on a fait était nécessaire. Ces attentats, ils ont véritablement créé une situation de chaos. Mais vraiment de chaos. Je pense que c'est comme ça que tout le monde l'a ressenti. Des tas de gens connaissaient des gens qui étaient à Paris, au Bataclan ou à Paris ce soir-là. Se sont fait beaucoup de soucis pour eux. On a eu l'impression vraiment que la République vacillait. D'ailleurs, le président de la République a proclamé l'état d'urgence quelques heures après l'attentat. Et dans une situation de chaos, si on veut effectivement rebondir, il faut pouvoir prendre conscience des choses, il faut prendre conscience des valeurs qui ont été attaquées, il faut prendre conscience du sursaut nécessaire. Et pour sortir d'une situation de chaos, il faut nommer les choses, il faut poser des mots. La communication, notamment celle du procureur, elle a cet objet-là, qui va être de raconter ce qui s'est passé pour permettre effectivement à chacun de s'approprier ce récit, de comprendre ce qui se passe, et puis de mieux analyser et comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans ce qui s'est passé. Et ce soir-là, effectivement, cet attentat terroriste, il est vraiment... Le terrorisme tient à sa finalité, celui de cible indistincte où on va attaquer des gens parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont là, et c'est vraiment dirigé contre les valeurs de la République et les valeurs de la démocratie. Et ce type de terrorisme, que dit-il d'un état de droit
confrontés à une violence de cette nature? Le terrorisme, en réalité, c'est un peu un piège, quoi, parce que je pense que les terroristes, en réalité, avec leurs attentats, auraient voulu semer le chaos et la violence, la division dans la société, et une réponse à la violence par la violence, oui. J'allais dire, ça donnait quelque part gain de cause aux terroristes. Donc c'était ça aussi qui se jouait à cette époque, c'était de savoir comment est-ce que la France allait répondre à l'agression dont elle avait été victime à travers ces attentats. La France, elle a fait le choix d'une réponse qui n'est pas fondée sur la violence, mais qui est fondée sur l'état de droit et qui s'inscrit effectivement dans l'état de droit en exerçant la justice par des voies ordinaires contre ces terroristes. Les terroristes, même si les peines sont lourdes aujourd'hui, ils ont bénéficié des mêmes droits que n'importe quel criminel de droit commun poursuivi devant une cour d'assises. Alors justement, concrètement, dans les premières heures du 13 novembre, mais je pense aussi aux attentats de Charlie. Qu'est-ce qui se déclenche du côté du parquet? Qu'est-ce qui est, attendu, vous, votre mode opératoire? Il y a énormément de choses parce qu'on a beaucoup de compétences à exercer. La première, bien sûr, c'est de qualifier les faits. Est-ce qu'ils sont terroristes ou pas? Si on les qualifie terroristes, on va se saisir. Si on se saisit, il faut ensuite choisir des services d'enquête. En général, il y en a 3. PJ et la partie des départements judiciaires de la DGSI. Comme il y a beaucoup de monde qui va travailler... DGSI, c'est le renseignement intérieur. Ouais, c'est à peu près 1 millier d'enquêteurs qui travaillent sur cette enquête, vendredi 13. Donc il faut un coordinateur. Donc il va falloir choisir le service de police qui va coordonner les autres, en lien avec le parquet. Il faut ensuite organiser les scènes de crime, envoyer des procureurs sur les scènes de crime. Il faut diriger et sécuriser l'enquête sur le plan juridique, donc obtenir tous les actes nécessaires aux enquêteurs pour perquisitionner, pour faire les écoutes téléphoniques, etc. Il faut prendre des décisions en matière de médecine légale, qui j'autopsie pas. En matière de prise en charge des victimes, il faut signaler les noms de toutes les victimes au fonds de garantie pour qu'elles puissent être indemnisées. Et c'est pas terminé, il faut encore lancer des actions en matière de coopération internationale. Ça, c'est très important dans ces dossiers-là. Et enfin, la communication. Donc, vous avez une multitude de compétences à exercer. Et vous êtes le grand coordinateur de oui, tout cela, de l'ensemble. Effectivement. Évidemment, vous êtes aidé, mais... J'étais pas tout seul. Moi, je dirigeais le parquet de Paris. À l'époque, il y avait 135 procureurs avec moi. Et j'avais une section spécialisée, une section antiterroriste. Je crois qu'ils étaient 12 ou 13 à l'époque. Donc ce que j'ai fait immédiatement, on était confronté à une vraie crise. Et on a activé notre plan de crise, c'est-à-dire qu'on a décidé de créer une cellule de crise et de faire appel à tout un tas de collègues extérieurs à la section antiterroriste qui vivaient à Paris ou en proche banlieue pour revenir immédiatement en pleine nuit au parquet pour venir renforcer la section. Et avec tout ça, on a créé une cellule de crise qui a pu fonctionner grâce à 38 magistrats et 12 greffiers pendant 8 jours. Et c'est ça, effectivement, cette organisation qui, en réalité, nous a permis de mettre en œuvre et d'exercer toutes les compétences que je viens de vous décrire. Une organisation que vous aviez anticipée, oui, vous, en tant que procureur de la République, vous aviez organisé, oui. Alors, c'est mon prédécesseur qui avait eu l'idée d'organiser ce dispositif, mais il ne l'avait jamais mis en œuvre. Oui. Et en fait, c'est moi qui ai été le premier à le mettre en œuvre comme procureur de Paris avec l'affaire Mera. On a mis en œuvre la cellule de crise pour l'affaire Mera. On l'a remis en œuvre après pour la cellule de Cannes-Torcy, à la suite des attentats de Sarcelles. On l'a remis en œuvre pour Charlie Hebdo. Et on l'a remis en œuvre une 4e fois pour vendredi 13. Donc on commençait à avoir malheureusement un peu l'habitude. Oui. En quoi ces attaques inédites ont-elles changé durablement le fonctionnement du système judiciaire ? Donc là, vous avez parlé d'une partie vraiment très pragmatique, très organisationnelle. Oui. Alors, mais je ne suis pas sûr que ça ait véritablement changé des choses au plan du système judiciaire lui-même. La procédure est la même. Oui. Les fondements de la justice terroriste sont les mêmes. C'est la centralisation à Paris et la spécialisation des juges qui s'en occupent. Oui. Et des procureurs. La procédure, le procès équitable est toujours là pour juger les terroristes. Oui. La seule conséquence, elle a été en matière d'organisation judiciaire, puisque, mais c'est pas immédiatement après les attentats, a germé en fait dans l'esprit de certains responsables politiques l'idée de faire un parquet spécialisé. C'est la mode aujourd'hui. Oui. On voit d'ailleurs ça continue. Oui. On va en avoir un bientôt avec le parquet criminalité organisée. Oui. Et donc en 2018,
les procureurs, les politiques ont décidé de créer ce parquet spécialisé antiterroriste qu'ils ont créé. En fait, ils ont attendu que je quitte le parquet de Paris pour le créer. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis parti en novembre 2018 et en mars 2019, le PNAT était créé. En fait, c'est le vrai changement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une conséquence des attentats de vendredi 13 parce que faut bien comprendre que ce parquet spécialisé, il est créé sans qu'à aucun moment personne n'ait été amené à faire des reproches sur l'action du parquet de Paris spécialisé en matière terroriste. Oui. Donc, c'est la question que je voulais vous poser. Peut-on parler d'un avant et d'un après dans la manière d'articuler renseignement, police-justice et donc avec la création du parquet antiterroriste? Non, pas avec le PNAT. En réalité, le PNAT, en fait, le parquet national antiterroriste s'inscrit dans le chemin qui avait été tracé par le parquet de Paris. Oui. L'avant et l'après, c'est pas, je suis désolé, le PNAT dans les façons de travailler. Pour moi, l'avant et l'après, c'est après les attentats majeurs de 2015, où il y a effectivement une prise de conscience qu'il y a des choses très graves qui se sont passées. On vit toujours un attentat comme un constat d'échec, et on l'a vraiment vécu comme un constat d'échec pour le Charlie Hebdo et le 13 novembre. Oui, et on a été effectivement amené à reconsidérer notre politique pénale au parquet de Paris à l'époque et surtout notre façon de travailler avec les services de renseignement, en l'occurrence la DGSI et la DGSE. Oui. Et on a donc effectivement rebâti des relations de travail qui sont en réalité, même si le PNAT les a continuées et approfondies, on a rebâti des relations beaucoup plus étroites et beaucoup plus riches et beaucoup plus approfondies avec ces deux services de renseignement. D'accord. Avec une reconsidération aussi de certains agissements qui pouvaient être caractérisés comme terroristes aussi. Pas forcément, parce que la définition du terrorisme est restée la même, la définition de l'association de malfaiteurs est restée la même. Simplement, je pense qu'on a appris de l'expérience et on a certainement appris d'un certain nombre d'attentats qui avaient été commis, on va dire, sur un mode individuel par des gens qu'on n'avait pas su détecter. Donc, effectivement, ça a modifié nos organisations, ça a modifié les façons des services de renseignement de travailler, ça a certainement resserré le processus de judiciarisation des renseignements. Quand les services de renseignement vont voir le procureur pour judiciariser un renseignement, ouvrir une enquête. Effectivement, je pense que les vrais changements, ils sont là et ils interviennent en 2017-2018. Vous nous l'avez bien expliqué, hein, c'est une chaîne en fait. Hein, dans ce genre d'événement, c'est vraiment une chaîne humaine qui se met au service de la société pour la sauver du chaos. Quand il y a des crises, il faut des plans, il faut des bonnes organisations et puis après, il faut évaluer ce qu'on a fait pour éventuellement corriger ce qui n'a pas bien fonctionné. Alors qu'avez-vous observé chez les magistrats? Vous en avez parlé, mais les enquêteurs, les soignants, parce que vous avez formé une vraie chaîne humaine au moment de ces attentats. Quelle est votre vision de toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont mis en marche face au chaos? Alors, d'abord, c'est pas des victimes, hein, bien sûr, mais ils ont souffert. Hein. Moi, j'ai découvert d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ce qu'on appelle le syndrome vicariant. Hein. C'est-à-dire, c'est les syndromes post-traumatiques qui sont subis par les enquêteurs, les soignants et les intervenants qui sont venus travailler pendant des heures et des jours sur des scènes abominables, par exemple. Voilà, le syndrome vicariant. Donc moi, je les ai ressentis à ce niveau-là. Je dirais peut-être deux choses. D'abord, un très fort engagement, parce que je pense que tous les gens qui sont intervenus au niveau police, santé, secours, justice, ont véritablement compris qu'il y avait une mission avec des enjeux considérables qui en fait les dépassaient, qu'on attendait beaucoup d'eux, et ils se sont donc beaucoup engagés et dépensés pour accomplir le mieux possible leur mission. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup ressentie, il y a eu beaucoup de solidarité entre tous les intervenants, toutes les victimes et les intervenants. Et ce phénomène de solidarité, il dure encore aujourd'hui, 10 ans après. Je l'ai revu encore il y a quelques jours avec les cérémonies du 10e anniversaire des attentats. Ça a véritablement soudé, parfois même formé une sorte de communauté. C'est ce qu'on ressent dans les différents documentaires et même la série Les Mais c'est une réalité, c'est pas surfait. Et c'est impressionnant. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans la manière dont les équipes ont tenu? Parce qu'il y a eu les attentats, il y a eu le 13, mais déjà il y a eu une menace durant plusieurs jours avec des terroristes qui étaient en fuite. Des menaces, on l'a appris,
le public, en tout cas, a pris des menaces de nouveaux attentats qui planaient. Qu'est-ce qu'on fait justement? Vous avez parlé de solidarité, de courage. Qu'est-ce qui font que vos équipes, elles tiennent, en fait? C'est une bonne question, parce qu'en fait, effectivement, c'est un climat qui est très anxiogène, parce qu'il y a un attentat dramatique qui a été commis, et on a 3 terroristes dans la nature, un à Bruxelles et 2 à Paris, dont on ne sait pas où ils sont, on les cherche. Donc, effectivement, moi, je pense que ce qui a permis de tenir, c'est des choses dont je parle souvent dans le cadre de la gestion de crise. Alors bien sûr, il y a l'énergie individuelle et l'engagement de chacun, mais au-delà de ça, moi je crois beaucoup au courage collectif et à un mécanisme qui fait que dans une équipe, il y a des mécanismes particuliers, on va dire, qui vont se créer, interagir, où finalement chacun finalement conduit l'autre à s'élever. Le chef, d'abord, il a besoin des autres, donc il va beaucoup se reposer sur eux et déléguer en termes de confiance, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc il attend beaucoup, il exige beaucoup, mais les subordonnés aussi exigent beaucoup du chef. Et j'allais dire, dans une équipe, on s'aperçoit une sorte d'émulation comme ça. Il y a une forme d'émulation collective qui va se créer et qui fait qu'au bout du compte, moi ça je l'avais tout à fait constaté à l'époque au parquet de Paris, je pense qu'on a été amené à réaliser des choses qu'on n'aurait jamais imaginé être capable de faire. Vous avez des exemples ou c'est secret professionnel? Non, oui, alors je ne veux pas rentrer dans du détail, mais déjà, par exemple, ce que je veux dire pour le parquet, c'est aussi pour d'autres équipes, déjà tenir le coup avec des rythmes de travail et de sommeil comme ça pendant 8 jours. Enfin, c'est incroyable. Et pourtant, ça tient et tout s'est bien passé. Parce qu'on s'est dépassé, voilà. Et les gens se sentent dépassés dans le cadre de la mission qu'ils devaient accomplir. Et vous qui avez été vraiment à la fois acteur et témoin de tout ça, et avec une vue vraiment à 360 degrés sur cette résistance et résilience, est-ce que dans ces instants, les valeurs républicaines deviennent concrètes, justement, quand vous parlez de solidarité, quand vous parlez d'émulation, quand vous parlez de cohésion aussi dans les équipes? Mais je pense ces valeurs, elles sont à la base effectivement de la résilience qui est intervenue. Je pense que tout le monde a compris à l'époque que cet attentat, il était dirigé contre la France, contre la démocratie, contre la place qu'elle avait en Europe et dans le monde, et que contre un état d'esprit, contre un style de vie aussi. C'est contre un mode de vie, contre un vivre ensemble, contre une liberté d'expression. Donc la résilience, effectivement, elle se fonde sur les valeurs de la démocratie, et particulièrement, effectivement, sur 2 choses, moi, que je trouve vraiment très importantes là-dedans, et que les terroristes ont foulé aux pieds. C'est la dimension de fraternité. C'est l'effet inverse qui s'est produit, en fait. Liberté, égalité, fraternité. C'est la fraternité et le respect de la dignité humaine. Voilà. Nous, dans la réponse qu'on a faite, on a respecté ces valeurs-là. Tout à fait. Et la fraternité, effectivement, le sentiment de fraternité, on est sorti beaucoup plus... immédiatement. Et les terroristes ont été jugés comme des citoyens lambda. Oui. Alors, les mêmes droits. Justement, le procès des attentats du 13 novembre s'est tenu en 2022. Pourquoi était-il essentiel de rester dans le cadre du droit commun? Vous en avez parlé, vous le rappelez à plusieurs reprises. Parce que là encore, c'est un choix, je vais dire, qui honore les pays qui le font. Moi, je rappelle toujours que les États-Unis, après le 11 septembre, pourtant c'est une démocratie, ils ont fait un choix opposé. Le président des États-Unis à l'époque a pris un décret présidentiel qui excluait tous les terroristes soupçonnés des droits élémentaires du citoyen, notamment l'habeas corpus. Et ils ont créé Guantanamo. La France, elle a fait un choix opposé, et je pense que c'est un choix qui l'honore, c'est-à-dire qu'elle a choisi d'inscrire la réponse au terrorisme dans le cadre de l'état de droit, en le confiant à la justice, et à la justice ordinaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pour enquêter, poursuivre et juger les terroristes des moyens procéduraux qui sont dérogatoires au droit commun, qui sont très attentatoires aux libertés, mais qui restent dans le cadre du procès équitable. Un terroriste, comme je dis toujours, il bénéficie des mêmes droits qu'un criminel,
ordinaire. Il est bénéficie défendu. des mêmes garanties, il a le même accès au dossier, il est défendu par un avocat de la même façon que la personne accusée d'assassinat, et les terroristes sont jugés par les mêmes magistrats, des magistrats qui obéissent au même statut, qui sont nommés par les mêmes formes et qui présentent les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance. Et ne jamais oublier que juge est un métier. Voilà, exactement. Et justement, on élargit un petit peu le champ. Est-ce que juger dans ces conditions, enfin c'est des conditions qui sont des conditions normales, ce que vous nous expliquez, c'est aussi affirmer que la démocratie, elle tient. Ce sont des principes, la justice est un des principes de notre démocratie. Ouais. La démocratie se fait de plus en plus rare dans le monde actuel. Mais là, est-ce que c'est affirmer que la justice est un des piliers de la démocratie, oui, bien sûr. Et qu'elle tient notre pays. Alors après, les règles ont été appliquées, mais c'est évident que c'est pas un procès ordinaire, quoi. Oui. C'est un procès qui dure 10 mois, qui a coûté, en termes d'organisation, je pense tout compris, avec les problèmes de sécurité que ça a généré, des centaines de millions d'euros. C'est un budget colossal. Donc c'est un procès ordinaire tout en étant tout à fait extraordinaire. Je pense que c'est le plus grand procès qui a été organisé en Europe à ce jour, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ce genre de procès joue un rôle dans la stabilité du pays? Parce que vous savez, on en a parlé un petit peu au début de l'interview, il y avait une telle... tout le monde a été concerné, tout le monde a été touché, c'était le chaos. Et il y aurait pu y avoir un sentiment de vengeance, un sentiment collectif de vengeance. Il y a des gens ont dit, après les 10 mois d'audience du procès vendredi 13, que la justice avait été réparée. Oui. Parce qu'en réalité, elle a fonctionné dans de très bonnes conditions. D'abord, le procès s'est bien tenu, il est allé à son terme. Il s'est déroulé dans des conditions que tout le monde a saluées. Il n'y a pas eu d'appel, ce qui est tout à fait extraordinaire pour un procès comme ça. Et ce procès, effectivement, il a montré que la justice, effectivement, elle pouvait fonctionner en étant indépendante, en étant impartiale, et qu'elle pouvait bien fonctionner dès lors qu'on lui donnait les moyens de bien fonctionner. Oui. Donc je pense que c'est véritablement un message extrêmement positif pour l'avenir et pour la fonction que devrait toujours pouvoir rendre la justice quand elle a les moyens de fonctionner correctement. Et dont on doit se souvenir, même quand il y a d'autres, dans le cadre d'autres procès et d'autres. Mais après, c'est aussi beaucoup grâce au président de la cour d'assises de l'époque, Jean-Louis Perriès, et à tous les membres de la cour, au parquet général, aux avocats de la défense. Tout le monde a bien rempli son rôle. Et la cour, surtout, a su faire tout en... c'était un procès pour déterminer si les accusés étaient coupables ou pas, mais la cour a su faire une place très importante aux victimes, qui ont eu des semaines et des semaines pour s'expliquer quand elles voulaient le faire, et qui ont trouvé une vraie place dans le procès. Et ça, c'est très, très novateur. Effectivement, beaucoup de témoignages, de témoins, enfin de victimes ont témoigné dans ce sens. C'est vrai que ce procès a valeur d'exemple. Vous êtes engagé dans le futur musée mémorial du terrorisme. Pourquoi ce projet vous semble-t-il nécessaire? Vous avez évoqué le terme de justice réparée, ou dans des interviews, vous parlez aussi beaucoup de tout ce qui doit être fait en matière de justice restaurative, etc. Pourquoi ce mémorial et pourquoi vous êtes engagé dans ce projet? Alors moi, je suis président de l'Observatoire d'orientation, donc qui réunit les associations de victimes et les représentants du culte. J'ai accepté tout de suite, moi, quand on m'a proposé ça, parce que je pense que ces attentats, ils font partie de notre identité collective aujourd'hui. On est tous marqués. On est tous marqués. Ouais. Et l'identité collective, elle est fondée sur la mémoire. Et cette mémoire, il faut l'entretenir. Donc c'est tout l'avantage et le sens de ce musée qui, en fait, a plusieurs dimensions. Je pense que il y a une dimension, et c'est pour ça que c'est important, il y a une dimension bien sûr historique. C'est un musée qui va couvrir tous les attentats depuis les années 60. Oui. Il va avoir une dimension pédagogique. Je pense que c'est important d'expliquer notamment aux jeunes le pourquoi et le comment de tout ce qui s'est passé, avec toujours en arrière-fond cette pensée, cette volonté que ça puisse servir à éviter, autant que faire se peut, la répétition de tels attentats. Et puis enfin, il y a une dimension consiste à resituer et à respecter la parole des victimes, qui là aussi vont pouvoir s'exprimer. Et il faut savoir d'ailleurs que dans les collections du musée, qui sont en cours de constitution,
il va y avoir donc des tas d'objets relatifs aux attentats commis. Il y a des objets qui viennent des scellés des tribunaux, du tribunal terroriste. Il y a aussi beaucoup d'objets qui ont été donnés par les victimes. Et dont certaines, je pense, ont beaucoup réfléchir certainement avant de les donner. On est vraiment au cœur de la transmission. Compte tenu du prix affectif que ça pouvait avoir pour elles. Donc, c'est, je pense, cette conjugaison, cette alliance de buts qui fait l'intérêt effectivement de cette démarche. Et je trouve que c'est un très beau projet qui est tellement beau d'ailleurs que le musée n'existe pas encore, mais il a déjà trouvé sa place à l'international et il est déjà au sein d'un réseau très reconnu, avec tous au sein du réseau des autres musées mémoriaux, au Pays Basque, à Victoria, aux États-Unis, il y en a 2 sur l'immeuble qui avait sauté, bien sûr à New York, il y en a un aussi en Norvège avec l'affaire Breivik. Donc tout ça, c'est un beau projet. C'est un très beau projet de résistance et de résilience. Et on est encore là dans la pédagogie, dans le souvenir, enfin dans la mémoire, plus que dans la mémoire et dans la pédagogie. Quand vous vous adressez à des lycéens et des étudiants, vous intervenez beaucoup en université et vous êtes là dans une université en Vendée. Que souhaitez-vous leur transmettre sur la justice, sur la République, sur justement cette manière de tenir nos institutions et de tenir à nos valeurs? Je fais aussi du bénévolat dans une association qui s'appelle Parlons de démocratie. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Dans toute la France et qui, on est plus d'une centaine, donc pour expliquer aux jeunes ce que c'est que la démocratie. Je pense que les démocraties, elles sont fragiles. Et, on le voit plus que jamais en ce moment. Les institutions, elles peuvent mourir. Les démocraties aussi. Il y en a plus, je crois, qu'une grosse trentaine sur la planète. Donc il faut essayer d'expliquer quel est leur sens et d'essayer de les protéger. Et je pense qu'il faut essayer de développer chez les jeunes, j'allais dire, le sens du civisme et de leur faire comprendre que la citoyenneté, elle doit être constructive et qu'il faut essayer de s'engager. Et pour ça, moi, je ne suis pas vraiment pessimiste parce que je pense qu'il y a beaucoup d'engagement chez les jeunes. C'est vrai, vous le ressentez. Quand je vois, par exemple, le nombre de jeunes bénévoles qu'il y a à la Croix-Rouge, ça montre bien aussi qu'il y a un vrai potentiel à exploiter et que... Vous avez raison, il faut mettre en lumière, parce que ça, c'est une... Il faut positiver aussi. C'est une majorité silencieuse, en fait, qui est très impliquée. Et on n'en parle pas assez. Oui. Mais je pense qu'il y a une très forte capacité d'engagement chez les jeunes. Simplement, il faut arriver à leur faire comprendre les choses et arriver à les appâter, à leur donner envie. Voilà, les éveiller. En tout cas, je pense que vous êtes un très très bon porte-parole de ce projet et un très bon porte-parole de la démocratie surtout. Merci François Molins pour cette parole sobre, rigoureuse, essentielle à votre image. Merci pour cette conversation à la croisée de la justice, de l'éthique, parce que je sais que c'est très important pour vous et vous l'incarnez, et puis de la démocratie. Et puis merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez. À très bientôt sur Dig Radio.